Merci beaucoup Guy-Philippe pour cette introduction. Et alors, je vous vois déjà certains dire ah bah, c'est bien, moi je suis pas coté en bourse, je suis tranquille. Alors je vais pas venir comme une piqûre de rappel vous faire peur toutes les 10 minutes, rassurez-vous. Mais c'est vrai ce que je trouve totalement édifiant avec la cybercriminalité, c'est qu'on a des gens qui nous attaquent et bref, on peut attaquer quelqu'un qu'on ne connaît même pas et à qui on n'en veut pas. Hein, il y a des attaques, on voit des choses. On pensait que c'était simplement les sociétés qui ont beaucoup d'argent, celles qui ont des secrets nucléaires, et on se rend compte que tout le monde est intéressé. Alors pour en parler un petit peu plus en détail et pour savoir quelles sont les réalités des menaces, on continue notre étude de ce vaste sujet avec des invités de premier choix que j'appelle sur scène. Nicolas Arpagian, vice-président stratégie et affaires publiques d'Orange Cyberdéfense, que j'invite à nous rejoindre. Axel Castado, chef adjoint de la division connaissance et anticipation de la sous-direction opération à l'ANSSI. Également avec nous Christophe Terna, cofondateur et CEO de SciRating, et Pascal Leroux, vice-président de CDVI, président surtout du comité de liaison sécurité numérique de la FIEC, la Fédération des industries électriques, électroniques et communications, comme vous savez. Alors on va tous s'asseoir pour entamer ce petit débat. Je me mets au fond, prenez place, je vous en prie. Et Nicolas, je me permets de commencer avec vous. Alors je précise que vous êtes l'auteur du livre Que sais-je sur la cybersécurité. Absolument. Et alors, c'est vrai que à quoi doit ressembler l'homo numericus? C'est-à-dire, on sait que l'homo numericus, il a des questions à se poser, et je dirais même le patron numericus, maintenant qu'on est entré dans l'ère du numérique. Merci. Alors oui, effectivement, c'est un teaser suite à un papier que j'ai publié il y a quelques jours dans les Échos et qui justement s'interroge sur l'avenir de cet Homo numericus. En fait, comme je reprends et je prolonge le trait de Guy Philippe, c'est vrai que souvent la question numérique a été maîtrisée, diligentée par les gens de l'informatique, de la technologie. Et que cette matière technologique pouvait garder à distance un certain nombre de dirigeants, un certain nombre d'opérationnels qui considéraient que c'était une matière complexe, c'était une matière qui exigeait une expertise technique et strictement technique, et que, ma foi, voilà, il y avait un petit côté, vous savez, Molière et Diafoirus, c'est-à-dire on parle un mauvais latin, mais on garde à distance comme ça les interlocuteurs. Et c'est vrai que la particularité du numérique tel qu'il se dessine aujourd'hui, c'est qu'il se consumérise. Ça veut dire que, en fait, de plus en plus de produits, d'outils sont faits en sorte pas tellement, ne sont pas valorisés par leur complexité technique, mais au contraire par le fait qu'elles sont très utilisables. Vous voyez, vous avez certainement téléchargé des applications qui sont très complexes d'un point de vue technique. Simplement, on a fait en sorte de vous les rendre très utilisables. Pareil pour des services élaborés qu'on qualifie le cloud, l'information nuagique, c'est quelque chose de complexe techniquement, d'ambitieux en point de vue industriel. Simplement, vous avez des prestataires qui, en quelques clics, vont vous permettre d'accéder à des services qui sont globalement opérationnels et qui vont pouvoir s'interconnecter sur vos structures et vont fonctionner. Puisque, en fait, nous, en tant qu'utilisateurs, la seule chose qui nous intéresse, c'est que quand on a besoin d'un service, il soit accessible et qu'il fonctionne. La question de la sécurité, elle va venir justement être mise sur le devant de la scène par différents contributeurs. On a évoqué, et c'était le cas dans l'introduction, beaucoup, vous voyez, le monde financier. On n'a pas parlé technique, là. On a parlé cours de bourse, on a parlé analyste, on a parlé valorisation financière. Alors que ce soit pour les capacités d'emprunt sur les marchés, que ce soit pour les stocks options du dirigeant qui sont constitués d'actions, ou que ce soit sur la visibilité, espèce d'indicateur que pourrait être le cours de bourse. Donc on va s'apercevoir qu'on va déjà être obligé les gens de finance vont être obligés de s'en occuper. On a un régime de responsabilité lié à l'empilement ou à l'enrichissement. On voit ça de manière positive, des législations sur les protections des données personnelles, sur ce que la France a désigné comme opérateur d'importance vitale, un peu moins de 300 entreprises qui sont considérés comme vitales pour l'activité économique, ce que Bruxelles considère comme étant des opérateurs de services essentiels, ils sont un peu plus nombreux. Enfin, globalement, l'exigence et le cahier des charges est le même. Donc on voit que là, on va rajouter des juristes. Et puis, troisième population, on va avoir les métiers. Les métiers qui vont dire, bon, c'est très bien d'être en bonne santé, c'est-à-dire d'être sécurisé,
Et si on ne peut pas faire de business, c'est pas très heureux, c'est pas très opportun. Donc il va falloir avoir cette troisième dimension qui va être la dimension business. Et j'allais dire, en tant que consommateur citoyen, et c'est pour ça que j'évoquais l'homo numericus, c'est qu'après, il va falloir faire sûrement des choix. Des choix en tant que consommateur, en tant que commanditaire, en tant qu'électeur, de se dire, est-ce que cette solution qui rend un service, mais qui par contre empiète sur ma vie privée, qui en tout cas sur une certaine incertitude quant à la valorisation des données, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que j'estime que le prix, c'est-à-dire même éventuellement la gratuité, mais la contrepartie exigée par l'entreprise, par ce prestataire, est-ce que j'en suis prêt à en accepter l'impact, les conséquences? Et donc on va avoir une vraie pluridisciplinarité qui va donner tout son intérêt au sujet, c'est-à-dire que ça ne pourra pas être l'apanage d'un monsieur, madame sécurité, qui serait purement un gardien, quelqu'un qui serait juste là pour faire de la conformité. Déjà, ce ne serait pas très enthousiasmant, pour être très sincère. Ce n'est pas une dynamique. On va faire cocher des cases, remplir des formulaires et vérifier de la conformité. Ce n'est pas le challenge le plus ambitieux. Et donc, au contraire, d'en faire quelque chose qui soit un accompagnateur de création de valeur. Et c'est vrai qu'on va quitter la stricte démarche sécurité pour le plaisir de faire de la sécurité, un peu comme quelqu'un qui mourrait en bonne santé. Bon, évidemment, c'est regrettable, mais si vous ne pouvez pas effectivement déployer votre activité, être agile, adapter votre outil et vos équipes à la concurrence et à sa volatilité, la sécurité est inutile. Et donc, c'est aussi cette dimension de faire une partie intégrante de la stratégie des métiers dans les entreprises, des métiers actuels et des métiers futurs, avec une prise en compte de la sécurité en disant que c'est un élément de la durabilité de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est un élément par rapport à des attaques, ciblées ou pas, et puis par rapport surtout à une dépendance numérique qui est très forte, c'est-à-dire, effectivement, on s'aperçoit, prenez l'exemple de Saint-Gobain qui a été attaqué, il y a 4-5 ans, à partir de 2017, donc 5-6 ans, Saint-Gobain aurait pu fonctionner dans un univers numériquement dégradé, c'est-à-dire avec 40% de son activité, je prends des commandes, alors je ne peux pas encore les intégrer dans les systèmes de comptabilité, mais je peux en tout cas vendre dans les magasins, je peux au moins le stock, là aujourd'hui avec l'intensification du numérique, effectivement nous nous plaçons, et il n'y a pas de raison d'en être effrayé de prime abord, mais en tout cas il faut en être conscient, dans une logique de dépendance numérique. Et donc il faut là aussi savoir quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je peux faire pour revenir éventuellement dans un environnement dégradé, et puis surtout revenir à une situation normale en cas d'attaque. Et c'est là où la question de la détection va être un enjeu stratégique. On ne vous empêchera pas d'avoir un début d'incendie dans votre bâtiment. La seule chose, c'est qu'il faut le détecter. Et c'est là où les outils de détection, la capacité à connaître son environnement pour éviter ensuite qu'on ne soit au pied du mur, c'est-à-dire d'un incendie de haute intensité, et là qui exige des moyens très très coûteux et très engageants. Et donc, au contraire, d'en faire quelque chose de plus opérationnel. On va revenir vers vous, mais puisque nous avons un représentant du groupe de liaison de la FIAC, y a-t-il cette prise de conscience des industriels? J'aimerais le savoir. Et puis, effectivement, par exemple, dans les maisons individuelles, c'est un exemple parmi d'autres, il y a de plus en plus d'objets connectés. On entre très vite dans l'IoT, l'Internet des objets. Est-ce qu'on a tout prévu, point de vue cybersécurité? Quelle est la lecture de la FIAC? Je dirais tout prévu, non, et personne n'a tout prévu ici. Vrai. De toute façon, quoi qu'il en soit, oui, effectivement, la FIAC travaille énormément sur tout ce qui est lié à la gestion numérique, mais surtout quand on parle de numérisation et d'objets connectés, je pense qu'il faut dissocier les usages. Vous avez des objets connectés qui vous servent uniquement, par exemple, à l'éclairage. Vous avez des objets connectés qui vous servent à la sécurité des personnes. Je pense notamment au soutien à domicile, au maintien à domicile. Aujourd'hui, on a tendance à tout mettre sur une box. Nous sommes connectés. Je pense que les industriels mettent tout en œuvre pour délivrer des produits adaptés, mais la chaîne de valeur va jusqu'à l'installateur et la mise en service et l'accompagnement du client final avec des alertes liées au numérique. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une grande prise de conscience à ce sujet, parce que demain, nous aurons de grands soucis liés aux produits connectés dans la maison, parce qu'on connecte tout, et on mélange tout. C'est comme dans l'industrie ou les bâtiments. Pour moi-même, donc, j'exerce dans le monde de la sécurité électronique, le contrôle d'accès. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui disent « Aucun problème, ton produit il est adapté, je peux le connecter sur un réseau IP ». Quid du réseau IP? Comment le réseau IP est protégé? Et comment le réseau IP protège des connexions à distance quand on a des systèmes avec web serveur intégrés? En fait, on bypass le PC, il n'y a plus d'outils informatiques. C'est la carte électronique qui
enferme le système informatique. Et même parmi les enjeux de la FIAC, il y a le fait qu'avant, effectivement, il y avait moins d'interaction entre les différents objets. Si on regarde même dans la rue, il y a la vidéoprotection, des systèmes d'intrusion, des contrôles d'accès ou dans les magasins. Et qu'est-ce qui est important dans les trois fonctions? Est-ce qu'il y a un maillon faible? Est-ce que ce qui est important, c'est les liaisons entre ces trois acteurs? Quelle lecture on peut donner au public pour qu'il se pose les bonnes questions? Je pense que le maillon faible vient quand on a un souhait d'avoir une solution complètement intégrée. Je m'explique, on veut une solution de vidéosurveillance, une solution de contrôle d'accès, une solution d'alarme anti-intrusion. Le but, c'est de faire parler ces trois écosystèmes entre eux pour avoir un seul opérateur en termes de gestion. La difficulté, c'est de bien mesurer avec qui on doit converser sur le plan numérique. C'est-à-dire que moi-même, je dois converser avec un industriel en vidéosurveillance. Est-ce que c'est un industriel de vidéosurveillance? Le système de caméra est adapté à se connecter pour garantir ma sécurité, pour lequel j'ai fait un développement très très important avec une certification. On peut prendre l'exemple aussi d'un système lié à l'intrusion dans la maison. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît les certifications NFA2P. Donc c'est dans le monde de l'électronique, c'est dans le monde mécanique. Mais quid de la sécurisation numérique? Grâce aux instances comme l'ANSSI, nous montons en compétences, nous travaillons énormément avec eux, grâce à la CNIL aussi, mais aussi au CNPP, qui est méconnu du grand public. Ce sont ceux qui adressent les produits en certification NFA2P sur le plan numérique et mécanique. Alors, est-ce qu'il faut prendre des visas qui ont... On va venir à vous, messieurs, mais je poursuis un petit peu la discussion parce que la FIAC, effectivement, c'est un champ important avec beaucoup de cas. Et est-ce qu'il faut prendre des prestataires quand ils viennent installer chez nous les systèmes que l'on a évoqués qui ont un visa? Et quel visa de l'ANSSI, de l'Europe, ENISA Alors la FIAC travaille avec les 23 fédérations. Il faut savoir qu'on représente quand même 100 milliards de chiffre d'affaires et contrairement à ce qu'on peut croire, on n'a pas beaucoup de membres du CAC 40. Donc je tiens à le préciser, on a beaucoup de PME. C'est la richesse de notre pays et ces PME ont besoin d'être accompagnées et ces PME accompagneront aussi les artisans électriciens à porter des produits sûrs et qui permettront aux usagers de demain d'avoir une sécurité accrue. Axel Castaldo, à l'ANSSI, en tant que chef adjoint de la division connaissance, anticipation de la sous-direction opération, vous travaillez sur l'anticipation, la connaissance. Vous travaillez avec quel type de population? Des grandes entreprises, des plus petites? Les portes d'entrée à cette fameuse cybercriminalité, elles sont partout, ces portes d'entrée, ou vous commencez à avoir une idée de la cartographie, ou c'est encore plus dangereux qu'ailleurs? Alors, vu de l'ANSSI, historiquement, on était concentré sur la partie gouvernement et nos ministères et depuis la loi de programmation militaire de 2013 sur les principales entreprises françaises, en sens organisme d'importance vitale. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, tout le monde est concerné directement ou indirectement. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure de rançongiciel, mais ça c'est un peu les nouvelles attaques de ces dernières années. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les attaquants, les attaques historiques existent toujours sur ces grands groupes. Donc les attaques visant à atteindre la disponibilité des services, visant à voler les secrets, les données des entreprises. Et la petite nouveauté liée à ce que vous disiez sur cette interconnexion plus récente et grandissante, c'est que finalement, ces grands groupes et ces ministères sont attaqués aussi par leurs sous-traitants. Et c'est ce qu'on appelle les attaques dites de supply chain, où finalement, pour atteindre une cible, on passe par son sous-traitant. Et puis après, on peut continuer le petit jeu. On peut passer par sous-traitant du sous-traitant et assez rapidement concerner tout le monde, je pense, dans la pièce. Ça, c'est un peu ce qu'on voit sur les attaques dites historiques. Et après, ça nous amène aux attaques récentes,
Les attaques récentes, on en parle dans l'actualité régulièrement, donc toute la famille des rançongiciels, mais ce n'est qu'une partie de l'activité récente, mais c'est la partie visible. Il y a aussi tout ce qui est relatif au trojan bancaire, donc au vol de coordonnées bancaires, tout ce qui est relatif au crypto-jacking. Alors c'est finalement l'utilisation de vos ressources pour fabriquer des crypto-monnaies. Donc c'est ces 3 grandes familles finalement récentes de ces 3 dernières années. Que l'on voit apparaître et dont le pourcentage finalement varie en fonction des vulnérabilités des systèmes du moment, du taux du Bitcoin ou des crypto-monnaies de manière générale, puisqu'il peut être plus intéressant, comme ces dernières années, de fabriquer soi-même des Bitcoins sur le dos d'un serveur d'une entreprise plutôt que de rançonner cette même entreprise. Puis si le cours varie et des chutes, les attaquants ont des business models assez pointus, et donc du coup on bascule et on change finalement de mode de rémunération, quoi. Donc on constate que, et pour répondre à votre question, que finalement tout le monde est directement ou indirectement concerné sur les attaques que l'on voit vues de l'ANSSI. Et vous me disiez en préparant, avant une attaque, à la limite ça crée juste une gêne. Aujourd'hui, vous constatez il y a des entreprises sur le tapis, enfin au tapis, vraiment à cause de simples attaques cyber. Alors, c'est un peu ce qui était dit tout à l'heure en intro. C'est une question de temps. Finalement, avec quelle échelle de temps on regarde l'impact d'une cyberattaque? Est-ce qu'on va se positionner sur 1 an après, 6 mois après, tout de suite? Et l'effet loupe de l'actualité nous montre souvent les attaques avec des rançongiciels qui bloquent une chaîne de production. Vous aviez cette année, je crois que c'était en mars, en Norvège, une grande usine de fabrication d'aluminium, Norsk Hydro, qui a été de cette manière rançonnée, qui a décidé de ne pas payer de rançon et qui, du coup, a subi pendant un certain temps la gêne de son système. Les chiffres publics, je crois, étaient de l'ordre de 40 millions de pertes sur la période. Les grands groupes peuvent s'en ressortir, il y a un certain coût derrière. J'ai moins de chiffres sur les plus petits et leur capacité du coup à rebondir quand on a perdu son système, ses données, sa sauvegarde, ses bases clients, un peu tout, quoi, finalement. On parle de grandes entreprises, parlons d'Orange. Nicolas Arpagian, Orange a été la cible d'une intrusion informatique en janvier 2014 à partir de la page Mon compte du site orange.fr. Ça a touché 800 000 abonnés. Je précise, vous ne travailliez pas encore à l'époque chez Orange, c'est important. Alors, on peut s'en remettre. Et comment est-ce possible? Des bonnes décisions ont été prises a posteriori. Et c'est lié entre des grands opérateurs de télécom, on parle beaucoup d'ordinateurs, d'informatique, c'est lié là... En fait, non, ce sont des gros détenteurs de données. Il s'avère que les données personnelles sont utilisées pour éventuellement conduire des opérations justement d'usurpation d'identité, d'escroquerie. Enfin, c'est un matériau qui a le mérite d'être homogène, c'est-à-dire que c'est des noms, prénoms, date de naissance. En plus, ce sont des données qui peuvent être réutilisées pour conduire ensuite des opérations pour entrer dans des systèmes professionnels d'entreprise ou chez les particuliers. Donc, on voit bien qu'il y a une déclinaison avec un vrai marché très lucratif et puis surtout très structuré de la donnée personnelle. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, et on revient à la question de la législation, c'est vrai que lorsque la famille européenne s'est dotée d'un règlement général sur la protection des données, l'intérêt c'est que en fait on a changé de modèle. Le modèle ancien était celui de la victimisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'une entreprise, quelqu'un a été victime, et c'est d'ailleurs le cas en général lorsque vous subissez un dommage, il y a une relative compassion de la part des gens en disant tiens, c'est dommage, tu as été victime, on essaye sinon d'avoir de la pitié, en tout cas de la compréhension pour vous. Avec ce type de réglementation, en fait, il y a un changement d'orientation qui s'opère, c'est-à-dire qu'on va sanctionner la victime. C'est-à-dire l'entreprise qui va avoir perdu ou s'être fait voler des données, puisque c'est donc les deux cas, elle est dans le texte européen, on parle de responsable de traitement, c'est-à-dire que c'est elle qui était détentrice de ces informations. Et vous voyez bien que on va, au-delà de la compassion de prime abord, là aussi, on va faire en sorte de sanctionner. Et donc ça veut dire que ce montant, alors qui est symbolique et qui d'ailleurs semble désormais inspirer le législateur européen, ce fameux plafond de 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé, pour vous donner un indicateur, la perte ou le vol de données personnelles dans l'ancien corpus juridique, c'était la sanction CNIL, si on prend le périmètre français, c'était 150 000 €. Et si vous
vous étiez récidiviste, très défaillant, etc., vous pouviez monter jusqu'à 300 000 euros. Alors 150 000 euros, c'est une somme, mais on peut bien voir que voilà, c'est à peine le budget avocat d'affaires de certains, de certains avocats du quartier. Et donc on est dans quelque chose qui n'est pas forcément. Et donc le fait d'avoir mis une sanction importante, potentiellement importante, et nos amis de British Airways ont eu à subir une sanction effectivement importante au regard de perte de données personnelles. On voit bien que ça commence à faire un sujet qui dit voilà, parce que après il va falloir rendre des comptes au marché, rendre des comptes aux consommateurs, enfin aux personnes concernées par les données, que ce soit des salariés ou que ce soit des clients. Et donc c'est vraiment un changement de modèle où la mise en cause de la responsabilité va jusqu'à la sanction de la victime, ce qui est quand même, je vous le rappelle, assez contradictoire avec la logique qu'on a d'habitude, où le seul fait d'être victime est en général la punition, l'essentiel de la punition. Donc oui, effectivement, les données personnelles vont faire que on va être à mesure d'être exigeant en tant que client, en tant que salarié d'ailleurs éventuellement, pour demander des comptes. Et les autorités de contrôle national en charge de la protection des données à l'échelle nationale, puisqu'on voit un certain nombre de pays également, au-delà de la famille européenne, adopter ce type de protection. Et donc c'est un modèle qui est en train je ne dis pas de se généraliser, mais en tout cas de s'étendre peu à peu. Je me retourne vers Pascal Leroux, un expert parmi d'autres dans la salle. Les dirigeants croient bien faire et dans ces secteurs que couvre la FIEC extrêmement à la pointe, ils intègrent les nouvelles technologies. Et en fait, en écoutant, en préparant cet échange, vous me citiez l'exemple d'un industriel qui a développé des produits avec un lecteur de badge, une puce RIFD associée à un smartphone. Du coup, il a rendu l'attaque possible. Et donc, ces secteurs, et notamment la FIEC qui pousse, et le MEDEF aussi, à l'innovation, quel garde-fou quel conseil peut-on leur donner, quelle réserve pour, bien sûr, participer à cette course à l'innovation sans être nous-mêmes les artisans de notre propre malheur en ouvrant des fenêtres, des portes que des malveillants vont rapidement ouvrir. Alors pourquoi il a rendu l'attaque possible? C'est pas forcément lié au badge ou au smartphone. Mais c'est tout simplement parce que la société en question a mis le réseau IP à l'extérieur. Ouais, je voulais que vous expliquiez un petit peu l'anecdote. Il y a un lecteur de badge, par exemple, qui a été mis à l'extérieur. Il y a une caméra de surveillance qui a été mise à l'extérieur, sauf qu'elles sont à la portée des individus. À un moment aussi, il faut faire l'analyse de risque. Il faut bien mesurer ce pourquoi on met un système de sécurité, à quoi il doit servir, et surtout mesurer les attaques possibles, parce qu'on pense toujours l'attaque cyber via numérique, via les réseaux fibrés par exemple. Il suffit de se connecter à un réseau IP qui se trouve sur un mur tout simplement. Effectivement, je donne des choses simples, mais ce sont des choses logiques de la vie et malheureusement, les audits sont malmenés. Donc la FIEC aide énormément les artisans parce que la filière industrielle va jusqu'à la mise en service pour accompagner d'une part l'artisan électricien ou du monde de la sécurité, qui maintenant devient aussi intégrateur de systèmes, de plus en plus, à faire une bonne analyse de risque. Et en général, les industriels les accompagnent de plus en plus. Parce qu'on a d'autres exemples d'accompagnement liés à la sécurité, indirectement aussi liés à la cyber. Je pense à tout ce qui est lié à la protection, qu'on appelle communément le PPMS. Donc c'est la mise en sécurité, c'est le confinement pour les enfants dans les écoles, c'est l'évacuation rapide. Mais quand on a des produits qui sont connectés, sont-ils fiables ou pas fiables? Les enfants auront-ils la bonne information? Je ne suis pas certain. Donc je pense qu'il y a un grand nombre d'industriels ici présents du monde de l'informatique, de la sécurité électronique et du numérique qui vont pouvoir nous aider à répondre. Oui, on va continuer à être de plus en plus pragmatique tout au long de l'après-midi, mais vous me parliez d'analyse de risque et vous disiez vous-même, vous travaillez par ailleurs à CDVI, un acteur dans le secteur du contrôle d'accès du verrouillage. Vous travaillez sous forme d'audit en plus de l'analyse de risque. Comment vous procédez ? On s'est rendu compte que beaucoup d'industriels passent par ce qu'on appelle une filière longue. C'est-à-dire que les industriels vendent à des distributeurs qui eux-mêmes vendent à des installateurs qui eux-mêmes vendent à des clients finaux. Imaginez l'analyse de risque. Elle est complètement diluée, elle n'existe plus. On a vendu un système, on est content, mais porte-t-il satisfaction au client final? Nous ne sommes pas certains. Donc aujourd'hui, on a décidé, nous industriels, PME ou grands groupes, d'accompagner les artisans à faire l'analyse de risque et
ensemble, nous répondons au projet pour sécuriser le client final. C'est nouveau. Et je pense qu'à terme, il y aura de plus en plus de compétences dans le domaine pour, d'une part, mettre en valeur ce que l'on fait, parce que, bon, comme vous le savez bien, sécuriser, certifier des produits, ça a un coût. Et auparavant, le retour sur investissement était de 5 ans. Aujourd'hui, on peut dire 2 ans. Donc on doit aller très 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 vite. Et on doit investir en permanence sur la R&D numérique. Je précise, mais vous pouvez rebondir si l'un des échanges vous intéresse, si vous voulez compléter ou ajouter un élément par rapport à ce que dit votre voisin. Alors, je gardais pour la fin Christophe Ternin, cofondateur et CEO de SciRating, la première agence de notation en matière de cybersécurité. Alors, est-ce que vous êtes des bons élèves en matière de cybersécurité? Voilà, on a très peur, je vous gardais pour la fin. Quelle note allez-vous donner, non pas à l'audience, mais aux sociétés que vous voyez? Et puis surtout, c'est intéressant de savoir comment ça marche, quels sont les barèmes, les critères que vous prenez pour donner une note? Comment ça se passe? Merci. Alors, je commence tout de suite à préciser, on n'est pas la première agence de notation en cybersécurité à travers le monde, on est la première implantée en Europe. Évidemment, il y a d'autres acteurs, et notamment anglo-saxons. Ce qu'il faut, et si j'essaye de faire la synthèse des différents échanges qui ont été faits jusqu'à présent, j'ai l'impression que tout le monde a un intérêt au sujet cybersécurité. Malgré tout, tout le monde n'est pas expert en cybersécurité. Et il y a un sujet qui, nous passionne chez SciRating, c'est de rendre accessible cette notion de cybersécurité au plus grand nombre. Alors, soit par notre enthousiasme, ça c'est bien, on peut être très enthousiaste mais susciter l'intérêt de nos différents interlocuteurs, soit en essayant de vulgariser effectivement et en essayant d'amener une information claire, fiable, objective et surtout qui soit, je dirais, rapide, parce que si on vous dit en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai besoin d'avoir un niveau de mon niveau de sécurité, une évaluation de mon niveau de sécurité, s'il faut attendre 6 mois que des experts soient disponibles, qu'ils se déplacent sur site, etc., vous voyez bien que c'est un peu compliqué. J'ajouterais par ailleurs que on a parlé aussi pas mal de menaces. Il faut voir qu'on vit dans un monde où effectivement la menace cyber est de plus en plus prégnante. J'allais ajouter également que la perception que les autres ont de notre niveau de cybersécurité commence aussi à être important. Et donc il faut aussi soigner un peu son image. Ça rejoint un peu les échanges qu'on avait au tout départ avec Guy Philippe qui parlait de réputation. Comment être crédible dans son domaine d'activité si on n'est pas capable de mettre en évidence un bon niveau de sécurité d'un point de vue de l'extérieur. Voilà. C'est tout un ensemble de sujets qui font partie des grilles d'évaluation qu'on peut avoir chez nous, chez SciRating, puisqu'on évalue à la fois la mise en place de bonnes pratiques en matière de cybersécurité et on évalue à la fois également la perception que les autres ont de votre système d'information. Est-ce que, par exemple, il contribue à la propagation de spam? C'est un des critères qui rentre en compte dans notre évaluation. Alors, est-ce que vous rentrez dans l'entreprise? Il y a des choses que vous pouvez faire à distance? Est-ce que justement, il y a des réflexes basiques qu'on va évoquer dans la journée sur peut-être la fréquence de mise à jour de mots de passe? Il y a des choses simples, vous me disiez, qui peuvent être faites et qu'on voit tout de suite. Alors, effectivement, il y a des choses simples qui peuvent être faites et rapidement. Dans notre approche, effectivement, comme on note des milliers de sociétés, on ne se permet pas de rentrer dans chacune d'elles, bien évidemment. Même on ne se permet pas de rentrer dans aucune de ces sociétés-là. Toujours est-il qu'effectivement, on va essayer, et c'est un peu l'approche un peu innovante de notre stratégie, c'est de dire, voilà, on fait des tests d'intrusion, on fait des audits, on fait des tests de vulnérabilité depuis des dizaines d'années, avec un résultat qui est, il faut quand même se le dire, assez insatisfaisant. C'est-à-dire qu'on empile des plans d'action qui ne sont jamais dépilés et le niveau de sécurité global ne monte pas. Donc on s'est dit, prenons la vision inverse, essayons de voir si des mesures simples d'hygiène, l'ANSSI parle d'hygiène depuis quand même quelques années, en matière de cybersécurité, sont appliquées et sont appliquées partout. Parce que bien évidemment, on se rend compte que les attaquants, c'est un peu comme tout le monde, ils vont plutôt s'orienter vers les fenêtres qui sont ouvertes plutôt que vers les portes blindées. Donc les mesures de sécurité sont appliquées partout, effectivement. L'accès aux notations est payant. Il y a la question de la note de l'entreprise. Et puis, elle va-t-elle pouvoir se renseigner sur la note de ses fournisseurs, de ses clients? Est-ce qu'on peut rêver d'un monde vertueux où tout le monde travaille porte fermée ou avec des gens de confiance, quoi? Alors, l'idée est bien là, c'est d'amener de la lisibilité sur le marché, que tout le monde comprenne et puisse se comparer les uns par rapport aux autres.
Par ailleurs, je vous montre une parenthèse, chaque référentiel n'étant pas parfait, on a besoin de se comparer, évidemment. Et effectivement, chez nous, on va pouvoir avoir accès à la note de sa société, on va pouvoir avoir accès à la note de ses fournisseurs, de ses différentes entités quand on est un grand groupe. On peut aussi avoir accès à la notation de ses concurrents, parce que ça permet de se positionner. Et puis, au-delà de ces notations individuelles, on fournit des comparables sectoriels qui permettent de se positionner. Et un peu comme à l'école, je pense que tout le monde est passé par là, quand on reçoit son devoir avec sa belle note dessus, on cherche à savoir si on est plutôt dans les bons élèves ou plutôt dans les mauvais élèves. Donc l'apport de ce comparable sectoriel permet de se positionner et de voir si on a un peu de travail à faire ou si au contraire on peut aller travailler sur d'autres sujets. Et alors, si vous dites qu'il y a plusieurs acteurs, on n'est pas entre Standard & Poor's, Fitch, etc., Moody's, est-ce qu'on va vers un monde où on va avoir peut-être de plus en plus besoin effectivement de notation et s'il y a des standards qui sont en train d'émerger ou bien tout le monde converge quand même vers des notes qu'on va pouvoir comparer justement Oui, alors aujourd'hui, effectivement, c'est encore un domaine assez jeune, dont l'origine est plutôt liée aux anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment de standard à proprement parler sur l'évaluation et la définition de ces notations en matière de cybersécurité. Il y a des grands principes qui sont en train d'être mis en place, notamment au travers de la Chambre de commerce américaine, pour amener une certaine éthique dans la profession, ce genre de choses. Maintenant, on est effectivement dans une thématique encore assez jeune et les tableaux de correspondance entre les différents organismes de notation ne sont pas encore établis. Axel Castado, si tout va bien, toutes les personnes qui vont sortir de cette salle vont immédiatement prendre les bonnes mesures pour renforcer leur sécurité. Vous n'aurez plus rien à faire à l'ANSSI. Je vous souhaite. On y croit peut-être pour pas tout de suite. Quelle est votre lecture, quel est votre message plutôt, vous qui voyez ce qui se passe au niveau gouvernemental. Maintenant, on dit que les grandes entreprises sont touchées. Maintenant, les petites entreprises. Est-ce que vous avez un conseil à donner déjà pour avancer et conseiller les personnes qui ont envie de bien faire, mais qui savent pas par où commencer tellement le chantier paraît immense? Vaste question. Pour moi, les choses sont finalement un peu comme dans la vie courante, ça a été dit tout à l'heure. Ça fait des années qu'à l'ANSSI, on explique qu'il faut une certaine hygiène informatique pour commencer. Et je vais reprendre les mots de notre directeur général, mais force est de constater que beaucoup de monde ne se lave pas les mains tout simplement déjà. Et donc, il faut, comme dans la vie courante, commencer par des choses simples. Et là après, ça va dépendre finalement de vos moyens, de votre état de départ, de votre niveau d'exposition, de vos clients, d'un ensemble de critères. Mais tout ça, il faut, alors je pense que ça va être un peu la thématique de l'après-midi, il faut faire son analyse de risque, commencer à regarder ses forces et faiblesses, s'intéresser au secteur, et puis, mais surtout commencer par des choses simples et être assez pragmatique. Alors c'est commencer par des guides en fonction du sectoriel déjà, et puis on trouvera aussi des guides peut-être plus adaptés aux PME, qui sont assez proches finalement de ceux qu'on retrouve pour des particuliers. Changer de mot de passe, cloisonner ses réseaux, connaître ses moyens, connaître ses données, etc. etc. Nicolas Arpajon, puisque vous avez une vue internationale également sur ces sujets, est-ce que la France est plutôt mal placée ou est-ce que tout le monde a ces vulnérabilités, qu'on parle en Europe ou bien, point de vue au niveau anglo-saxon ou Asie, ils ont pris de l'avance? Alors, en fait, là aussi, il ne s'agit pas de faire des palmarès et d'attribuer des notes, mais l'Union internationale des télécoms, qui est donc l'agence des Nations Unies en charge des télécoms et qui fait une analyse tous les 2 ans, donc là, elle est sortie il y a quelques mois, effectivement, alors met la France dans le fait par plaque géographique, et effectivement, la France est 2e, puisque nos amis britanniques sont devant nous, effectivement, pour la qualité, puisque c'est vrai que, en fait, ce qui est intéressant dans le cas français, c'est qu'il y a un corpus juridique, c'est-à-dire qu'on a créé un cadre, on a créé justement des obligations, il y a une agence, donc ça veut dire qu'il y a un guichet auquel on peut s'adresser, et puis il y a quand même un écosystème économique qui a commencé à se mettre en place. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a dit, voilà l'ordonnance, voilà éventuellement l'autorité de santé publique en quelque sorte, et effectivement vous avez un réseau infirmiers, médecins, etc. qui commence à se mettre en place. Donc ça, ce sont les conditions nécessaires. Pourquoi ? Parce que on voit effectivement des pays où l'un de ces maillons manque, et effectivement vous pouvez avoir des déclarations politiques et juridiques
juridique très forte, mais il n'y a pas d'autorité de contrôle, ou au contraire, vous n'avez personne pour intervenir. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la caserne de pompiers, quelqu'un qui va se déplacer, capable de mettre en place soit un audit de sécurité en amont, soit le jour où il y a un problème, faire en sorte de venir en aide aux dirigeants d'entreprise ou d'administration de manière à se protéger. Donc dans ce cadre-là, la France est plutôt bien placée. La question, effectivement, et vous avez raison de le souligner, dans une logique internationale pour nos entreprises, c'est que dès lors qu'elles sont interconnectées, le pirate n'a aucune raison de frapper là où c'est le plus robuste, le plus élaboré, le plus audité. Et donc l'interconnexion, vous preniez l'exemple de Saint-Gobain. Saint-Gobain est un très très bon exemple. L'infection que l'entreprise a subie était dans une ancienne filiale en Ukraine, c'est-à-dire que la filiale n'appartenait plus à Saint-Gobain, capitalistiquement, juridiquement. Simplement, une petite liaison informatique persistait, et c'est via cette liaison informatique persistante que l'infection a pu être possible. Donc on voit bien qu'on a une logique d'un groupe qui est international, et c'est souhaitable et c'est heureux. Simplement, effectivement, il va lui falloir penser la cartographie de ces systèmes, le cloisonnement, le cas échéant de ces systèmes, alors pas de manière à les paralyser et qu'ils ne tirent pas profit des usages et des fonctionnalités du numérique, mais voilà, qu'on fasse en sorte, c'est un peu le syndrome du Titanic. Titanic, vous avez une voie d'eau dans la coque est remplie d'eau, le bateau coule. Donc qu'est-ce qu'on a fait à l'issue du Titanic ? On a fait des caissons étanches, et ce qui fait que quand vous avez une voie d'eau sur un des caissons, alors évidemment la stabilité du bateau est un peu chahutée, mais globalement le bateau reste à flot et vous pouvez le ramener au port. Donc voilà, ça oblige à avoir ces organisations-là, mais ce qui est certain, c'est que le terrain de jeu des attaquants et donc des victimes, c'est-à-dire dans leur réseau, il est naturellement international. C'est-à-dire que l'infection, prenez l'exemple de Renault a subi également une infection conséquente, c'est sa filiale slovène qui a été infectée initialement, et puis ensuite, par l'interconnexion des réseaux, 2 de ces usines en France ont été mises en difficulté. Donc il faut penser global, parce qu'effectivement, le pirate, lui, a un terrain de jeu par nature international, pour ne pas dire planétaire. Et quelle que soit la taille de votre entreprise, sa localisation, dès lors qu'elle est connectée à quelque chose, dès lors qu'elle est interconnectée à des partenaires, à des bases de données, à des prestataires, effectivement, cette infection peut être... Il ne faut pas penser en kilomètres parcourus, il faut penser en interconnexion. Et donc, ça oblige à avoir cette approche globale. Je me retourne vers le représentant de la FIEC et de CDVI. Et effectivement, à qui revient, à qui incombe la responsabilité ? On le dit, ça peut être dans une filiale, elle n'est plus vraiment filiale, ou c'est juste un prestataire. C'est à l'entreprise globalement de prendre la responsabilité que tous les systèmes interconnectés sont étanches, ou bien c'est le prestataire à la FIEC. Quelle est la recommandation ? Vous allez vers quoi par rapport à cette question ? Dans un premier temps, je dirais les deux. Malheureusement, ça revient toujours à l'entreprise. Parce qu'en général, on confie notre réseau informatique à un prestataire qu'on pense être de confiance. On lui ouvre les portes, on lui donne de plus en plus d'accès à nos systèmes. Et puis au fil des ans, l'industriel, le client en question, lui donne entièrement confiance pour tous les sujets. Que ce soit pour une boîte mail tout simplement, pour une interconnexion avec un smartphone, pour une interconnexion avec un système tiers. Et puis à un certain moment, l'entreprise grandit, elle évolue, elle change. Effectivement, on exporte, on a des filiales, on s'interconnecte et au fil des ans, on devient vulnérable et de plus en plus vulnérable. Et pour notre part, je peux vous dire que nous avons subi cette chose. Alors en tant que PME, on n'en parle pas. Saint-Gobain, on en parle. CDVI, on n'en a jamais parlé. Et on a été bloqué 3 jours. Ah oui. Voilà. Et on n'a pas payé. Alors, j'aimerais qu'on passe, messieurs, dites-moi si vous voulez conclure, mais sinon qu'on passe à la séquence de questions-réponses. Comme nous avons des experts, des lumières sur scène, c'est le moment d'en profiter, messieurs, dames. Et à moins que vous souhaitiez effectivement dire un petit mot de conclusion sur cette première séquence, messieurs, ça vous inspire quelque chose, ce qu'a dit la FIEC, monsieur Casado? Je vais aller dans son sens complètement. Vous prenez toutes les cyberattaques de ces dernières années, vous vous souvenez que du nom de la grosse entreprise et vous vous souvenez pas des sous-traitants qui étaient autour, tout simplement. Pourtant, toutes étaient concernées directement ou indirectement. En quelque sorte, la surface médiatique reste bien concentrée, mais la surface technique et de vulnérabilité, là, c'est énormément étendu. Je vous écoute, monsieur Fernand. Oui, merci. En fait, je pense qu'au-delà des différentes menaces et tout le vocabulaire hyper complexe qu'on utilise, je pense que s'il y a 3 idées à retenir quand même sur les prochaines années, c'est il faut connaître son système d'information.
il fut un temps où, dans mon passé professionnel, j'intervenais beaucoup dans des missions de réponse à incidents. Et souvent, on s'apercevait que les pirates informatiques connaissaient mieux leur système d'information que les entreprises elles-mêmes. Donc c'est le premier sujet important, il me semble. Le deuxième point, et on en a parlé, c'est la détection. À partir du moment où on connaît son système d'information, on est beaucoup plus à l'aise pour détecter ce qui fonctionne mal et on n'a pas forcément besoin de s'appuyer sur des solutions techniques ou technologiques pour ce faire. En connaissant son système d'information, on connaît les incohérences et à partir de là, on va pouvoir investiguer et trouver ces difficultés. Et puis le dernier point, on a un univers technologique aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ou 15 ans qui nous facilite tout un tas de tâches d'automatisation. Utilisons-les. On travaille chez C-Rating beaucoup avec des startups technologiques en France. Elles ont mis un pied dans l'automatisation à outrance de leurs opérations. C'est impressionnant et c'est impressionnant comme elles maîtrisent bien leur risque cybersécurité grâce à cela. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci messieurs. Y a-t-il une question dans la salle? Vous avez des jeunes femmes qui vous tendent le micro. Alors voilà, des mains se lèvent. Est-ce que vous voyez comme moi cette dame qui a une question qui la taraude? Oui, bonsoir. On a des experts. Ah, monsieur, on vous écoute. Sadzironi, la société Balmi. Je voulais savoir, est-ce que sur le plan légal, les plaintes éventuelles dans le cadre d'une cyberattaque aboutissent ou pas, surtout quand l'attaque vient de l'étranger et d'un pays où le droit n'est pas très respecté en général. Merci. Qui veut prendre cette question extrêmement difficile? Nous n'avons pas vraiment de juriste encore sur scène, mais... Alors, la plainte, en fait, le problème, ce sont les moyens d'investigation, c'est-à-dire le fait que est-ce qu'on peut collecter des données, est-ce qu'on dispose d'éléments techniques permettant, en tout cas, une relative localisation. C'est vrai que la difficulté va être ensuite la coopération policière et judiciaire internationale, savoir est-ce qu'il y a des liens qui existent, est-ce qu'il y a une bonne volonté de la part du pays, sachant que, effectivement, la rapidité va être un élément important. Pourquoi ? Parce que le pirate, en général, va choisir un pays, pas pour son climat météorologique, mais parce que son prestataire va être effectivement localisé là. Et c'est vrai qu'il a une capacité à bouger extrêmement rapidement et surtout à quitter une infrastructure dès lors qu'il aurait un doute. Il s'avère que nous, on a beaucoup travaillé, on a été le prestataire, on est intervenu sur la gestion de crise de Notre-Dame de Paris, parce qu'il y a eu, dans les cendres étaient encore fumantes, il y a eu évidemment des campagnes de piratage et de cyberattaques. C'est vrai que la problématique des prestataires était que dès qu'ils commençaient à toucher de l'argent, à un moment, ils arrêtent de récupérer l'argent parce qu'ils le faisaient via des paiements via Visa et carte bleue, puisqu'ils usurpaient l'identité de fondations légitimement désignées en principe pour recevoir les dons. Et c'est vrai qu'à un moment, ils acceptent de considérer qu'ils ne vont pas récupérer tout le cash parce qu'ils vont se faire repérer. Quelqu'un va finir par signaler le fait que, ils ont un doute ou ils n'ont pas eu de reçu fiscal. Et donc, c'est vrai que la rapidité va être importante et c'est vrai que c'est là où le lien avec les services de l'État, de connaître les relations qu'on peut avoir avec le parquet de Paris. Le parquet de Paris a une section F1 dédiée à la cybercriminalité. On a le cas également avec l'Office central chargé de la criminalité liée aux technologies de l'information. On a signé, nous, un accord de partenariat avec la direction centrale de la police judiciaire pour que les gens se connaissent et que, quand on peut enclencher, si la victime veut vraiment enclencher une procédure, qu'elle dispose des relais, des modes opératoires, parce que là, le délai, évidemment, le pirate, lui, il a la minute ou la seconde pour déplacer ses infras ou ses équipements d'un pays à un autre et donc d'un régime juridique à un autre. Effectivement, le magistrat la police, surtout dans les pays démocratiques, respecte le code de procédure pénale, respecte le droit. Donc il y a un formalisme, un respect des spécificités des pays, des applications territoriales. Donc effectivement, il faut accompagner pour fluidifier cette dimension-là. Mais c'est vrai qu'on va tout de suite décorréler la restauration des systèmes, le back to business pour être simple, et puis après la démarche de dépôt de plainte, la démarche d'investigation, les deux sont en général décorrélés. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre question. Alors surtout continuer de donner pour Notre-Dame de Paris, malgré ces cyberattaques qui se rajoutent à l'incendie que tout le monde avait vu. Excusez-moi, il y avait juste la dame et on vient à vous, monsieur. Oui, merci. Catherine Gabet de l'Agence nationale des fréquences. Je voulais juste rebondir un petit peu sur la cybersécurité et l'aspect réseau. C'est qu'on parle beaucoup de sécurité des transactions, des données, des systèmes.
Mais il ne faut pas oublier les liens de ce système et les liens sans fil. Et l'Agence des fréquences est en charge de la gestion des fréquences, mais également du contrôle et de le gendarme du spectre. Quand on parle d'infraction pénale, le fait d'atteindre au spectre et donc d'empêcher finalement la disponibilité des services qui en dépendent est également une infraction pénale. Et on a le cas notamment de brouilleurs GPS pour empêcher le tracking des véhicules ou des matériels, mais également tout ce qui est non intentionnel et auquel, effectivement, il faut sans doute penser, parce que quand on fait un choix de solutions sans fil, je pensais à la vidéoprotection, si on prend du Wi-Fi, c'est pas protégé contre les brouillages, c'est pas protégé contre la saturation, donc il faut le savoir à l'avance. Et en même temps, quand on a un système protégé, un réseau protégé, il faut savoir aussi détecter les intrusions, ou pas les intrusions, je dirais les attaques intentionnelles ou non, pour pouvoir demander l'aide de l'agence. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément, il n'y a pas forcément une sensibilisation très forte à cette partie-là qui est très, on va dire, hard sécurité sur l'aspect du lien sans fil, mais c'est pas forcément aussi intelligent que la cybersécurité, c'est vraiment une sorte de déni de service, c'est une attaque, je dirais, on-off, avec éventuellement des choses plus complexes comme le leurrage pour le GPS qui peuvent avoir des impacts beaucoup plus graves à la sécurité. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est regardé par ces instances. Je crois qu'on peut prendre une autre remarque. Voilà, vous êtes déjà un micro. Oui, merci. Question à Christophe Ternat. Dans le domaine de cette notation, est-ce que vous pouvez nous dire la pénétration des PME, du tissu de PME françaises, PME ETI? D'une part, pourquoi? Parce que moi, j'ai donné des cours en province et j'ai remarqué que les gens qu'on avait, enfin les gens, les étudiants, si on peut dire, avaient beaucoup de mal à trouver des stages. Ça veut dire que les entreprises étaient réticentes à l'idée d'avoir quelqu'un qui venait porter un regard sur leur système d'information et sur les problèmes de cyber. Et la deuxième question, c'est parce que c'est très important cette notation, c'est une évidence, le lien avec les assurances, puisqu'il y a quand même des possibilités d'assurance. Voilà. Donc où en êtes-vous dans votre stratégie? Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Il y a une séquence tout à l'heure avec sur le côté assurance d'ailleurs. Ouais. Merci. Oui, ça doit marcher. Ça doit marcher, oui. Merci. Alors effectivement, sur le taux sur la pénétration de la cybersécurité dans les petites entreprises à travers la France, si je comprends bien votre question, c'est quelque chose qui effectivement est plutôt vu d'un prisme informatique, de notre perception, assez peu extérieur à l'informatique. Et généralement, le prestataire ou la personne qui s'occupe de l'informatique s'occupe aussi de la cybersécurité de l'entreprise. Après, sur la demande de compétences en matière de cybersécurité de la part de ces entreprises, nous, on a assez peu de vision en tant que telle sur le sujet. Je pense que, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a des besoins dans toutes les entreprises en matière de cybersécurité. Après, il faut pouvoir encadrer les étudiants qui arrivent dans ces entreprises-là pour leur apprendre, continuer à apprendre, surtout sur la cybersécurité. Il y a peut-être un dispositif, une hypothèse de délai et de capacité à accompagner les étudiants dans cette démarche-là qui est peut-être un peu compliquée pour répondre à votre question. Et puis alors, après, pour la deuxième partie sur la relation entre la notation en cybersécurité et l'assurance, oui, on en parle, très clairement on en parle, avec tous les acteurs, que ce soit les assurés, que ce soit les assureurs, que ce soit les courtiers d'assurance. Après, il y a un vrai sujet de compréhension globale du risque cyber à tous les niveaux dans cette chaîne de valeur de l'assurance, puisque aujourd'hui, tous ne sont pas forcément experts en cybersécurité et dans un premier temps, ils ont besoin de comprendre et d'avoir le même langage. On va passer à la deuxième table ronde. Messieurs, merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.